Moi c'était Romeo Overmant et Nathan Decaps. Ah bah voilà, on est totalement raccord. Grand connaisseur du football, hein. Thomas évidemment, vous pouvez le reconnaître là-dessus. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. N'hésitez pas directement, on like et on abonne, ça fait toujours plaisir sur cette chaîne d'Unibet Belgium qui fait vraiment plaisir dans le Clubhouse Football Time, votre émission uniquement dédiée à l'actualité du football belge et de la Jupiler Pro League. On parlera également des Diables Rouges. Xavier est là avec sa chaussette en ours et son pull en frites. Tu l'aimes bien, évidemment. Je l'adore, ouais, je l'adore. On est parti pour une session van, mais en tout cas, il est très très sympa. Thomas est là, toujours aussi élégant, super. Quentin, il y a rien à dire, très bien, toujours aussi sponsor d'un parc d'attractions situé du côté de Mons. Tout va bien également. Aujourd'hui, on a véritablement du boulot, les amis. On a du travail, on a un programme extrêmement chargé dont on doit vous faire part, puisque on est à 3 journées seulement de la fin de la phase classique, et donc c'est le moment, clairement, pour ces messieurs de venir se mouiller. On vous a répertorié toutes les équipes qui peuvent encore, logiquement, mathématiquement, se qualifier pour les playoffs 1. On vous donne directement leur adversaire sur les 3 prochaines journées, et puis directement, ils auront la tâche de dire sur 9 points combien, justement, ces équipes prendront-ils sur ces 3 dernières journées. On va commencer par Anderlecht, tout simplement, avec cette équipe du RSCA qui est 4e avec 43 points. Il y aura un déplacement du côté du Club de Bruges, un déplacement du côté de Malines et une réception du Cercle de Bruges. Xavier. Moi, je pense 4 sur 9. 4 sur 9. 4 sur 9. 4 sur 9. 4 sur 9 aussi. 4 sur 9. Moi, allez, je vais dire un peu plus. On va dire un petit 6 sur 9. Faire plaisir aux copains du Sporting. Le KV Mechelen, 5e avec 42 points. Il y aura un déplacement du côté de la Gantoise, une réception du Sporting d'Anderlecht et un déplacement du côté du Club de Bruges. Xavier. Moi, je pense 4 sur 9 aussi. 4 sur 9. 2. 2. Et ben voilà, je vais faire comme Xavier, je vais prendre 4 également. Le 7e au classement, c'est le KA Aachen. Et oui, mais on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Leur niveau est assez étonnant cette année, mais ils sont là, ils sont bien 7e, les Buffalo, 7e avec 36 points. Il y aura une réception du KV Mechelen, une réception de Zulte Waregem et un déplacement du côté de Dender. On prend combien de points, Xavier? 3. 3. 7 points. 7 points sur 9, ça c'est très 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 couillu de la part de Thomas. 5. 5 points, et moi je vais un petit peu faire comme Xavier aussi, je vais prendre également 3 points. 8e aussi, on a oublié le 6e, on va le dire, le KRC Genk. Eh oui, KRC Genk 6e avec 38 points, un déplacement du côté de l'Union Saint-Gilloise, un déplacement du côté de l'Antwerp, et une réception de Westerlo. Est-ce qu'on prend, combien de points est-ce qu'on prend? Moi, je pense qu'ils vont prendre 4 aussi. 4 points. 4 points. 4 points. 4 points. 4 points également, et donc on passe après au Standard de Liège, bien évidemment le Standard de Liège qui aura des matchs assez importants, un déplacement du côté de Zulte Waregem, du côté de l'Antwerp et du côté de Westerlo. C'est Genk qui terminera en fait par un déplacement du côté de l'Aral, en réalité. Ça va aussi être très très chaud pour le Standard, avec cette dernière journée où ça va se taper avec Westerlo qui va de mieux en mieux. On prend combien de points pour le Standard de Liège? 3 points. Seulement 3 sur 9? Seulement 3 sur 9 pour le Standard. 6 points. 6 points. 2 points. 2 points. Et moi, je vais en prendre 3 également comme Xavier. Westerlo, d'ailleurs, 9e au classement. Un déplacement du côté de HL. Une réception du Club de Bruges. Ça va être très difficile pour les hommes d'Issam Sharaï. Et un déplacement du côté du Standard. 6 sur 9. 6 sur 9. 1. 2. 2. Et moi, je prends la même solution que Thomas. Effectivement, je pense qu'il y aura pas beaucoup de points pour les hommes d'Issam Sharaï, que j'adore, mais effectivement, quand le niveau s'élève, ça commence à devenir un petit peu difficile pour les hommes du côté de la Campine. L'Antwerp, 10e. Ça, c'est important, l'Antwerp, parce que l'Antwerp a gagné contre Saint-Tron. On peut éventuellement rêver d'un sursaut concernant les hommes du Great Old. 33 points pour l'Antwerp, avec un déplacement du côté de la RAL, une réception du Standard de Liège et un déplacement contre OHL, là-bas, du côté de Louvain. Moi, je pense 7 sur 9. 7 sur 9. 2.
2, 5. 5. Et alors moi, je ferai comme toi. Je pense qu'ils reviennent très très bien, les hommes de l'Antwerp, et ils vont prendre 5 points également. Et puis pour terminer, et ça ce sera évidemment le match de la semaine, on va vraiment aborder avec précision cette équipe, le Sporting Charleroi, 11e au classement avec 33 points, avec une rencontre encore une fois très très décevante, une déception, mais surtout plusieurs déplacements importants sur les 3 prochaines journées. On va aller du côté de Denderleeuw, on va affronter Dender, on va recevoir OHL et on va se déplacer pour la dernière journée du côté de Zulte Waregem. Que va faire Charleroi? Combien de points vont-ils prendre sur les 3 dernières journées? 6. 6. 9. 9. 6. 6. Bah, je crois que comme toi, on part sur 6 points. Bon, voilà, on a fait un peu le topo des points. Comment est-ce qu'on juge à l'heure actuelle le niveau intrinsèque de ces différentes équipes? Comment est-ce que toi, t'arrives à faire ton calcul pour dire, bah oui, c'est extrêmement homogène, on le sait, ces 2 équipes se ressemblent, ça peut se jouer sur des détails, etc. Mais sur le feeling que j'ai sur base de ces équipes-là, là, je vois peut-être cette équipe-là émerger pour aller finir dans le top 6 finalement. Pour moi, je mettrais Genk, mais je mets juste un bémol, c'est les 2 matchs en Coupe d'Europe contre Fribourg qui vont laisser de l'énergie, qui vont laisser trace. On a notamment vu contre le Standard. Après, entre les 2 confrontations de Zagreb, ils ont perdu 0-3 à domicile contre le Standard. Je pense qu'en Europa League, ils ont quand même une belle équipe, Genk. Donc j'aimerais bien, en tant que Belge, qu'ils aillent le plus loin possible. Ils jouent Fribourg. Je suis quand même le champion allemand. Fribourg, c'est pas non plus une équipe incroyable. Donc tableau, je pense qu'ils peuvent honnêtement, ils ont des chances de faire quelque chose. Ça sera pas facile, mais il faudra mettre toute l'énergie là-bas. Et donc ça peut être aussi aux dépens du championnat belge. Ils ont un dernier match à la Louvière, mais la Louvière qui arrive à mettre des bâtons dans les roues des grosses équipes, surtout sur leur synthétique, surtout à domicile. Donc ça sera pas simple. J'aurais attendu aussi de la Gantoise, mais qui m'a énormément déçu ce week-end. Mais c'est ce que je disais, t'en parlais en coulisses. C'est quand même une équipe qui fait tout le temps les montagnes russes, quoi. C'est affolant. T'as un match important, tu peux vraiment consolider, comme l'a assuré Malines et Anderlecht ce week-end. Tu joues contre vraiment ton adversaire direct, 6e, 7e, et tu perds 3-0 là-bas, alors qu'ils venaient de jouer 120 minutes en Coupe d'Europe en plus. Ouais, j'ai été très déçu de la Gantoise de Rick 2000. Avec des individualités qui effectivement parfois ont une peine à sortir, en fait. C'est peut-être un vrai problème de personnalité. Je pense qu'il y a un manque de caractère, en fait, cette équipe, vraiment. Ouais, c'est compliqué à prédire ce qu'ils vont faire. C'est une belle équipe pourtant, sur papier il y a de bons joueurs, mais ils n'arrivent pas à trouver l'équipe type pour jouer les matchs importants. Mais pour revenir sur le top 6, pour moi ce sera quand même la Gantoise. Je pense que c'est la seule équipe, vu le programme, qui a toutes ses cartes en main. Donc je vois pas beaucoup de changements. Pour moi, Anderlecht et Malines sont d'ores et déjà qualifiés, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et pour moi, ce sera la Gantoise vu le programme. On le rappelle, le programme, la réception de Malines, la réception de Zulte Waregem et un déplacement du côté de Dender. C'est vrai que les adversaires sont sans doute le plus à leur portée. Mais ils nous ont quand même fort déçus ces dernières semaines, les Buffalo. Oui, clairement, mais je pense qu'il n'y a aucune équipe qui prendra le maximum de points. Donc je pense que genre les équipes comme Genk ou Gand, avec 3 ou 4 points sur 9, sera suffisant pour aller chercher la place. Toi. Et comme l'a dit Quentin, à Genk qui joue en Coupe d'Europe, ils vont perdre des points. Donc honnêtement, c'est Gand, même s'ils vont des matchs, ils vont nous décevoir. Je pense que c'est quand même eux qui vont aller chercher leur épingle du jeu. Que ouais, une victoire, un petit nul par-ci par-là, et sera suffisant pour être 6e. 6e, donc on chipe la place de Genk. Genk pas simple en plus son calendrier. Ça va à l'Union. C'est ça qui joue en leur défaveur. Ça joue le derby contre Saint-Tron. Et puis ça va à la RAL qui justement accroche pas mal d'équipes du top. Et à voir ce qu'ils joueront aussi pour potentiellement sortir des playdowns aussi. Donc après en Belgique il y a des surprises. Et, on peut pas dire ils vont jouer contre 3 équipes des playdowns, ils vont faire 9 sur 9 parce qu'il y aura toujours des surprises et les équipes des playdowns vont devoir jouer ils vont devoir jouer tout aussi. Donc honnêtement en tant que personne neutre ça va être incroyable. Ça va être incroyable à suivre. Après pour moi Charleroi et Antwerp sont déjà éliminés, même si je pense que Charleroi va faire un 9 sur 9. J'étais convaincu que Charleroi allait être dans ce top 6, mais malheureusement le 0 sur 12 a fait très mal et j'ai pas envie de retourner la veste, mais faut être réaliste. Même si le 9 sur 9 sera pour moi présent, ça ne suffira pas parce que quand tu regardes toutes les saisons précédentes, aucune équipe avec 42 points, donc ça ferait 42 au total, a atteint les playoffs 1, ça n'est jamais arrivé, donc je pense que ça ne sera pas le cas non plus cette saison. J'étais le seul à mettre le Sporting d'Anderlecht en playoff 1, au final j'ai plutôt l'impression que j'avais raison, et ils se sont très bien rattrapés sous Jérémy Taravel, on va y venir, mais ils sont bien évidemment bien présents dans ces playoffs 1, et pourquoi pas même aller chercher une place européenne in fine à partir de ces Champions Playoffs, à voir bien sûr si Saint-Tron craquera ou pas. Tiens d'ailleurs Saint-Tron, Xavier,
petite panne de la semaine? Est-ce que c'est juste un day off ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir une conséquence sur les 3 prochaines journées? Bah, c'est pas tant un day off que ça, parce qu'en fait, ils ont pas fait un mauvais match non plus, hein. Ils prennent un goal, un peu de raccro parce que Valencia, il a combien de comptes favorables pour que le ballon finisse au fond. Ils ont eu des occasions aussi, donc ok, ils perdent 1-0, ça aurait pu être un match nul. C'est pas comme la semaine dernière, Genk a un complètement day off face au Standard. Ici, c'est un match qui était quand même fort équilibré face à bon Antwerp. Et bon Nozawa aussi. Voilà. Kokubo surtout, moi je dirais. Bah plutôt, Nozawa aussi, il a fait combien d'arrêts? Ouais, je sais, mais les arrêts que Kokubo nous sort, c'est quand même. Les 2 Japonais ont été bons. Ah, punaise. Pour moi, l'Antwerp pourrait pu gagner 2-3-0 dans ce match-là. Pour moi, c'était un off-day de Saint-Tron. Ouais, donc on est sur un off-day. Pour moi, ouais. Il n'est pas d'accord. Parce que le seul joueur qui était à niveau qui est rentré, c'était Matuzawa. Ouais. Le reste, j'ai pas vraiment trouvé qu'ils étaient au niveau, aussi bien dans la défense qu'à l'attaque. Je suis désolé, mais c'est Baoui qui rate cette occasion-là. Taniguchi qui fait une erreur monumentale sur le but de l'Antwerp. Pour moi, ils étaient pas au niveau. Ouais, vous avez vu les prémices de quelque chose qui pourrait devenir un downfall ou pas du tout? Non, c'est juste un off-day. C'est un off-day. Ça arrive à chaque équipe, hein, ouais. Ok. Ouais. D'accord. Avec ça, tu veux rajouter quelque chose avant de passer au standard? Non, Quentin, un mot sur Saint-Tron, non, ça ne t'intéresse pas. C'est pas grave. Même Goto, hein, j'ai dit ce que j'avais à dire avec Nozawa et je suis d'accord aussi avec Thomas. Ouais. Pour moi, les 2 gardiens japonais ont été très bons. Et puis, il y a Goto aussi. Après, il y a encore, la route est encore longue. Il y a leur synthétique, faut pas l'oublier. Pour moi, ça aura aussi quelque chose en play-off. Et puis, recevoir aussi le KRC Genk pour l'avant-dernière journée de la phase classique, c'est peut-être aussi un cadeau pour eux parce que, quoi qu'il arrive, t'as toujours une motivation particulière. L'équipe, elle est dans un certain état d'esprit. Il y a Wouter Vranken également qui est dans ce rôle d'entraîneur, donc ça va avoir un impact aussi sur la performance derrière. Ils vont se mettre en condition. Et ils la reçoivent entre les 2 matchs allemands. Ouais. Aussi, ça va jouer beaucoup. Aussi, c'est vrai que la fatigue aura peut-être aussi raison du KRC et l'anticipation, parce qu'en fonction du résultat du match aller, Genk ne pourra pas aligner son équipe type contre Saint-Tron et son équipe type en retour contre Fribourg, donc ça va jouer. Alors, je voulais juste revenir sur une petite info. Comme on parle de Genk, Keisuke Goto est certes un attaquant impressionnant. On est tous d'accord de dire que c'est vraiment un des meilleurs joueurs, en tout cas dans ce rôle de neuf. Par contre, il y a beaucoup de rumeurs qui l'ont envoyé du côté de Tottenham. Très honnêtement, Tottenham n'a pas d'intérêt à signer Keisuke Goto à l'heure actuelle. Je voulais juste faire le petit point pour les gens qui me demandaient, notamment sur les réseaux, etc., où on en était, ou les gens qui pouvaient être intéressés par un futur transfert en première ligue. À l'heure actuelle, Keisuke Goto n'est pas nécessairement une cible pour les Spurs. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Standard. La Râle, la Louvière, on part du côté du d'accord, pas d'accord, avec c'est pas une tapette, Thomas, c'est pas fait pour taper des mouches, c'est fait pour dire si t'es d'accord ou pas d'accord. Ce petit panneau magnifique entre le vert et le rouge, bien sûr. Standard, donc la Râle, les 2 couleurs d'ailleurs, hein, des équipes présentes, incorrigible et tellement prévisible, avec seulement 2 tirs cadrés durant la rencontre. Le Standard a encore proposé un football insuffisant vendredi à Sclessin contre la Râle. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Il est d'accord, Xavier, Thomas est d'accord et Quentin est d'accord. À vous l'honneur. C'est affligeant de voir un niveau pareil. Honnêtement, ça arrive pas à enchaîner 2 victoires de suite. J'ai regardé l'émission que vous avez tournée la semaine dernière où justement t'as dit, Quentin sera d'accord avec moi. En effet, je suis d'accord avec toi parce que c'est toujours comme ça. C'est le Standard, il est imprévisible. C'est 4 points sur 12 à domicile contre les 4 derniers. C'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est clairement honteux et c'est un manque de respect pour les personnes qui font les déplacements, qui vont voir le match, qui soutiennent cette équipe. Une fois qu'ils ont encaissé le goal contre la Louvière, il y a plus rien eu. Honnêtement, c'est pas digne d'une division 1. Ce Standard-là n'est pas digne d'une division 1 et honnêtement, c'est affligeant, mais on le sait. On le sait tous ici, les spectateurs, tout le monde le sait. Le Standard n'arrive pas à enchaîner 2 rencontres consécutives d'un niveau correct. Ils avaient fait une très bonne performance à Genk. On savait qu'ils allaient se mettre les pieds dans le tapis à domicile contre une équipe des Playdowns et ça a été le cas. Ont-ils besoin d'un psychologue pour ce déclic mental, Thomas? Après, ils ont déjà tellement essayé de choses, changer d'entraîneur, une nouvelle stratégie en termes de recrutement, etc. Il y a déjà eu plein de trucs. Je connais 2-3 vaudous et des chamans qui pourraient les aider, hein, au point où on en est. Ouais, autant tester ça, du coup, parce que je pense que ça, ils n'ont pas encore testé. Ouais. Mais ouais, non, c'est compliqué, de toute façon. J'ai l'impression qu'on se répète de semaine en semaine. C'est toujours la même chose. Le sujet Standard, c'est toujours la même chose, en fait. Il y a pas d'évolution, c'est une fois tout, une fois rien. Mais je pense quand même qu'ils vont faire des bons résultats les 3 prochains matchs. En tout cas, j'espère parce que c'est un programme quand même assez abordable et quand même important pour eux si toutefois ils veulent encore participer au play-off 1. Ouais, et puis il y a de la résignation aussi au niveau des supporters. On a l'impression que ils s'attendaient avec une forme de fatalisme à cette contre-performance après la très très bonne performance de la semaine dernière. Elle est arrivée.
Bon, au final, ils sont mais- plus si déçus qu'ils auraient pu l'être il y a quelques En soi, années. quand tu vois ton équipe, c'est normal. Enfin, à partir du moment où tu joues contre une équipe, des playdowns ou autre, ou une équipe où c'est toi qui dois faire le jeu et que tu vois l'équipe alignée, c'est impossible de faire quelque chose. T'as pas de milieu de terrain. Enfin, si t'as Karamoko et Marco, c'est bien pour récupérer le ballon, c'est bien. Tu récupères le ballon, mais après t'en fais quoi? T'as aucun milieu qui est capable de te faire une dernière passe, quelque chose pour faire un peu jouer tes joueurs offensifs. Donc si t'as rien, bah contre les grosses équipes, c'est bien. Tu défends bas, tu pars en contre-attaque avec Rafiki Saïd qui court à 10 000 à l'heure, c'est bien. Mais à partir du moment où tu dois faire le jeu, toi, t'as qui au milieu de terrain capable de faire une bonne passe, éliminer un adversaire ou autre? T'as personne. T'en as, mais à l'infirmerie. Ouais, voilà, ouais, mais je veux dire, dans ceux disponibles, toi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ça, ici, tu joues deux joueurs qui sont bons au milieu de terrain, qui récupèrent des ballons, mais après, C'est tout. tu peux rien en faire. Donc c'est logique de pas réussir à battre la RAL, le Cercle, le Louvain, toutes les équipes Après, de bas de classement. quand tu posais ta question, tu disais ouais, après une très bonne prestation du Standard, mais je me répète ce que je l'ai dit la semaine dernière aussi, mais pour moi, le résultat a vraiment faussé le niveau du Standard 0-3. Ok, Oui, t'avais certes, ils ont expliqué, gagné, ouais. ils ont gagné 0-3, mais c'était quand même dû aux erreurs défensives de Genk. Faut mettre surtout ça, enfin, faut pointer ça. Pour moi, le Standard n'avait pas forcément fait une bonne prestation, enfin, ils avaient fait une bonne prestation dans la mentalité, la tactique, etc., mais c'est tout. Et c'est ce qu'on voit du Standard aujourd'hui. Il n'y a pas de création de jeu, il n'y a rien. Ouais. C'est faible, en fait. Mais plus C'est fade. encore dans ma phrase, Thomas, quand je parle du côté prévisible, je parle pas nécessairement par rapport, oui, effectivement, les supporters, ils auraient pu le prévoir, etc., parce que le Standard est décevant, on l'a dit. Mais c'est également dans l'œil de la préparation des adversaires. C'est-à-dire que les adversaires savent comment approcher le Standard. Bien sûr. Ils savent comment, à un moment donné, contrecarrer les plans de Vincent Evrard. Et donc, du coup, bah, en fait, l'effet de surprise, elle n'est plus jamais là, en fait. Il y a plus de ce petit truc. Les seuls moments où, effectivement, t'arrives à débrider un peu ton football, bah, et t'es un peu dépendant de ces individualités-là. C'est des Adnan Abid, c'est des Rafiki Saïd qui vont sortir de la boîte et qui vont te faire la différence, En quoi. contre-attaque. Ouais, en contre-attaque et qui sont pas du tout constants dans leur performance et tout. Après Zult, parce que ils vont à Zult ce week-end. Zult, ils sont intelligents, ils essayent de laisser le jeu au Standard. Essayez de leur dire, tenez, essayez de faire le jeu. Ils n'arriveront pas à faire le jeu. C'est là que ça va être intéressant à suivre. Mais moi, comme dit Thomas, il dit qu'il pense qu'ils vont prendre des points. Moi, je pense pas, honnêtement. Je pense pas qu'ils vont, parce qu'ils vont, ouais, et ça va être la même. 0 sur 9 sur les 3 Non, derniers. pas 0 sur 9. Pour moi, j'avais dit 2 sur 9. Ouais. Et à la limite, ils pourront aller chercher parce que si l'Antwerp doit essayer de faire le jeu, ben ils vont jouer en contre-attaque, ils vont vers ça, et on va se retrouver comme d'habitude avec des playoffs 2 bâclés, des playoffs 2 qui joueront pas parce que ils joueront contre des équipes où ça sera le standard, le non standard qui devrait essayer de faire le jeu et ils arriveront pas. Ça va être comme toutes les dernières saisons, comme tu le dis, on se répète, c'est toujours la même chose avec ce standard-là. Mais on prendra le temps de faire un bilan après, et à un moment donné sortir s'il faut les différentes armes pour venir pointer sur les différents responsables. On va leur laisser encore les 3 journées, mais effectivement on s'oriente vers ce que tu dis. Ouais, et c'est encore une fois très je suis d'accord alarmant. avec Thomas, ils ont déjà essayé de tout changer. Ils ont changé le directeur sportif, ils ont changé le coach, ils ont changé les joueurs. Ils essayent tout. Chaque fois, c'est la même chose. Après, avec le programme qu'ils ont, j'espère quand même, enfin après, j'en suis convaincu et certain, Vincent Aurore va vraiment mobiliser ses joueurs, son groupe pour ces 3 dernières rencontres. Donc j'espère qu'ils vont quand même réagir et faire quelque chose de bien pour ces 3 derniers matchs pour quand même montrer aux supporters qui souhaitent jouer et participer aux Champions Playoffs. Ils sont qu'à 3 points. Hein. Bah pas ouais, beaucoup, donc c'est hein. pas beaucoup. Mais perso, j'y crois pas. Mais tu vois, ils Mais sont qu'à Westerlo 3 est à 3 points, points. Ouais. mais ça paraît tellement loin. Au regard des Ouais, prestations, c'est de la ça, le truc. constance, C'est c'est pour ça. dingue, quoi. C'est pour ça le truc, on Ouais. dit, ils Mais- sont qu'à 3 points. Genk a l'Europe, la Gantoise enchaîne aussi peut faire des mauvaises performances, donc on va dire, mais le Standard doit y croire tout le temps. Mais quand on voit comment ils arrivent à être irréguliers et à ne pas être bons sur le terrain et à proposer, mais surtout ce qu'ils ont proposé en fait, parce que tu peux ne pas gagner contre la Louvière. Il y a Bruges qui a été, il y a l'Union, il y a plusieurs équipes qui se sont pris les pieds dans le tapis contre la Louvière. Mais la prestation que tu fais à domicile comme ça, c'est honteux. Je voulais parler 2 secondes de la Louvière parce qu'il y a une phrase qui m'a un petit peu interpellé dans la presse, c'est celle de Frédéric Taquin, l'entraîneur de la Louvière, qui a dit c'est un scandale qu'on soit à cette position, avant-dernier du championnat. Est-ce que vous estimez que malgré la qualité, est-ce que cette équipe est complètement sous-cotée ou en tout cas aurait mérité de gagner plus de points, Xavier? Non, je pense pas, parce qu'ils ont gagné des points des fois qu'ils méritaient pas forcément. Ils sont à leur place? Moi, je pense. Ouais, peut-être une place au-dessus, mais ils sont plus ou moins où ils devraient être, quoi, je pense. T'as soufflé, Ils ont- Thomas. Bah, j'ai soufflé parce qu'en fait, je trouve ça quand même osé de dire ça. Certes, ok, ils font des bonnes prestations, mais t'es en division 1, on attend quand même un jeu offensif des équipes. Là, c'est vraiment hyper défensif. C'est vraiment la tactique défense et jouer en contre-attaque. Pour moi, c'est pas digne d'une équipe qui est haut placée dans le classement. Donc non, ils sont à leur place avec leurs armes. Ils font ce qu'ils ils font ce qu'ils peuvent. Et je trouve ça quand même méritant. C'est beau à voir, mais c'est pas le jeu digne d'un club qui doit être en milieu de tableau, ça non. Oui, puis Quentin, je
je viens vers toi parce que c'est quelqu'un que tu as connu aussi dans différentes, à l'époque, différentes formations, notamment des ligues provinciales et amateurs. Le football de Frédéric Taquin est un football relativement rudimentaire. On n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire. Je suis 100% d'accord avec ce que Thomas vient de dire. Ils sont à leur place parce que ils proposent un jeu où ils ont refusé le jeu pour à chaque fois assurer le 0-0 ou le point du match nul. Donc tu peux pas revendiquer plus. Je pense que les mots sont. J'ai vu aussi les phrases passer sur les réseaux sociaux, mais ouais, je pense que la déclaration. Elle est folle. Ouais. Tu joues pour pas prendre de but et tu ne joues pas pour marquer des buts. Et moi ça c'est un truc que j'aime pas en fait dans le foot moderne. Tu dois jouer pour marquer et pas pour ne pas encaisser. En tant que spectateur neutre, se poser devant un match, c'est une purge. Hein. C'est nul. Bah, je me suis grave ennuyé devant le Standard la Louvière. Ah bah, si vous êtes ennuyé, alors on va passer à un autre sujet. Un vendredi soir en plus. Un vendredi soir. Je me disais, si c'était un samedi par exemple, tu pourrais dire, je vais peut-être me rattraper avec le prochain match, mais en fait non, il y avait qu'un match ce jour-là, donc j'étais vraiment en dépression à 22h30. Allez, on va faire un petit focus du coup sur le topper de la semaine prochaine, les amis. Et là, par contre, à mon avis, vous allez être dans des avis relativement divers. Et ça va être sympa. On va voir effectivement qui est d'accord ou pas avec la phrase que je vais vous dire dans quelques instants. Faut pas se faire d'illusions. Malgré la victoire 5-1 du Sporting d'Anderlecht contre OHL, les Anderlechtois ne sont pas prêts à affronter et à gagner contre le club de Bruges comme ils l'avaient fait au match aller le 9 novembre dernier. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Xavier est d'accord. Thomas est d'accord. Il n'est pas d'accord. Je savais bien qu'il allait avoir un désaccord dans cette phrase. C'est certain. Allez, Quentin, je te redonne la parole. C'est les deux parce que c'est pas un très grand club de Bruges. Donc ils ont quelque chose à tenter. Maintenant, ils ont gagné avec un très gros score les 2 derniers matchs, mais la qualité du football proposé n'était pas bonne. Au début, je comptais partir sur un d'accord, mais je me dis que on va ouvrir un petit débat parce que c'est un club de Bruges qui est pas incroyable. On a vu la première mi-temps qu'ils ont joué à Charleroi, elle était pas bonne. Maintenant, Anderlecht, honnêtement, la première mi-temps, elle était exécrable aussi. C'est quoi? C'est Mazis qui offre clairement le goal. Je pense que c'est encore Mazis dans le mur. Pour moi, c'est 4 erreurs de la défense de Charleroi sur les 5 buts. De HL. De HL, ouais, pardon. Mais je suis d'accord. Il y a franchement, ils ont. Mazou a défoncé ses joueurs après le match. On est d'accord. Et à juste titre. Quand on voit Mazis, la qualité technique que ce joueur-là qu'on connaît tous ici, ce qui fait qu'il offre le goal, ils mènent 0-1 au Lotopark. Tu peux pas permettre à Anderlecht de revenir. Et après, dans le mur, je pense que c'est lui ou c'est qui s'ouvre dans le mur. Avec Torgan Hazard doit jamais marquer ce goal-là sur coup franc non plus. Donc, contre Zult aussi, le score avait été très, très forcé, mais c'est un club de Bruges qui n'est pas incroyable non plus. Et ce que je trouve intéressant dans le style, c'est que contre un club de Bruges, de mettre ce Lansana Saliba de 4 dans ce milieu-là pourrait être quelque chose d'intéressant, d'avoir un peu plus de joueurs de milieu de terrain. Et c'est ça, j'ai bien aimé, il faut le saluer aussi, j'ai bien aimé de Taravel de changer ça, de changer un peu. Il aime bien parce qu'il met sa touche, il met sa petite patte dans ce 11 d'Anderlecht. Et donc tenter ce milieu-là, je trouve contre le club de Bruges serait intéressant. Ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai également. Je rejoins Quentin là-dessus. Jérémy Taravel, il tente des choses parce qu'il sait que demain il sera peut-être plus là. Et il se dit au moins je sors ce que je peux proposer en termes de coaching. Ouais. Je montre entre guillemets ma palette pour le futur, quoi. Ouais. Après les 2 résultats un peu faussés, on va dire, vu que c'était des gros scores, ça n'enlève pas le mérite de Jérémy Taravel parce qu'il fait quand même des belles choses. Il tente, il y a un peu plus de créativité. Il arrive quand même à je pense que c'est même le seul entraîneur pour l'instant qui a vraiment réussi à faire en sorte que Hazard produise un peu de jeu et que ses stats augmentent. Donc c'est quand même intéressant. Mais pour revenir encore sur ce que Quentin disait, c'était mon analyse aussi. Les 5 buts marqués par Anderlecht, 4 voire même 5 sont des erreurs de OHL. Mazis qui fait une mauvaise passe, Mazis avec Ikwemezi dans le mur, ça peut pas passer. Mazis qui défend hyper mal sur Svetkovic sur son but. Le penalty de Dussen et le ballon entre les jambes de Prévost sur le but de Bertaccini. Donc c'est quand même bon, le dernier c'est le dernier. Mais c'était quand même dans un angle quand même assez fermé, donc enfin bref, pour moi ça fausse un peu la qualité d'Anderlecht, mais j'ai envie de souligner quand même la prestation de Diarra qui était très bonne. Oui, alors Diarra, oui, on y reviendra parce que effectivement, je pense que c'est peut-être une solution à l'avenir, notamment dans un match contre Bruges, mais la réflexion que tu viens de faire, je l'ai déjà entendu la semaine dernière dans leur victoire 3-0 de Anderlecht, c'était du côté de c'était 4-2 pardon, du côté du stade d'Arc-en-Ciel à Zulte Waregem.
Est-ce que c'est ça, finalement, la façon dont Anderlecht peut jouer, un maximum d'individualité efficace, et puis, même s'il y a des lacunes derrière, c'est toujours rattrapé par les exploits individuels? Après, les erreurs individuelles, des fois, on les provoque aussi. Ouais, parce que les deux goals, je pense que le goal de Zvetkovic, il est super Oui, beau. il est super et le beau, goal ouais. de Bertacchini, il est beau aussi, hein. La vraie grosse erreur, c'est quand même Mazis. Mais sinon, après, tu les provoques. Ils sont quand même dans le rectangle, ils sont là, ils proposent du jeu offensif. Donc, c'est pas négatif, ce que je vais dire, hein. Enfin, ce que j'ai dit, pardon. C'est pas forcément négatif. Tu vois quand même un peu d'amélioration dans le jeu. Mais ce n'est pas assez suffisant pour battre le club de Bruges. Donc, ta question première. Est-ce que ça manque de caractère pour gagner contre Bruges, Xavier? Non, pas forcément, ils ont montré quand même du caractère et tout ça, mais ça manque peut-être de qualité, d'automatisme et autres, parce que Bruges, ça reste Bruges. Ici, Bruges, ils n'auront pas de match européen en milieu de semaine, donc ils arriveront frais, ils ont une semaine pour préparer le match, et c'est autre chose qu'un Bruges qui joue tous les 3 jours. Hein. Ok, Anderlecht avait gagné en novembre, comme tu l'as dit, mais Bruges sortait d'un match 3-3 contre le FC Barcelone. Quand tu joues 3-3 contre le FC Barcelone, 3 jours après, tu joues contre Anderlecht, bon... Niveau l'énergie c'est pas la même, la motivation non plus ici. Oui, mais puis ils ont gagné par le petit des voilà, scores, ici hein, maintenant ici le club de Bruges il est juste focus sur le championnat, donc Ouais. ils sont là juste pour gagner, et pas pour autre chose. Hein. C'est surtout ça, surtout avec la mauvaise prestation face à Charleroi, je pense que maintenant l'écho il va bien les remettre en place. Ils vont accélérer, ils vont mettre le turbo, et je pense que maintenant, vu qu'il n'y a plus de Coupe de Belgique ni de Ligue des Champions, ce sera full championnat. Ils vont vraiment enclencher là. Oui, et puis aussi, je pense qu'Ivan Leko va pouvoir enfin aligner le même 11 de base chaque semaine, parce que ça c'est quand même très problématique. À Bruges, il y avait toujours des blessés, des absents, des suspendus. Au final, le 11 de base, moi à l'heure actuelle, je peux pas te le définir, celui d'Ivan Leko, parce qu'il a tout le temps dû changer. Ouais, je trouve que il est juste l'attaquant, je trouve. Ouais, je trouve que c'est plus le cas du côté de l'Union que du côté du club de Bruges. Ouais, moi, son équipe type de Bruges, elle est quand même assez définie. L'Union, c'est pas un peu forcé avec la blessure obligatoire de Toby? Non, parce que même Guilherme Smith qui est sur le banc ici au dernier match. Ouais. Donc, mais pour Bruges, 10 sur 11, c'est les mêmes noms qu'il met. Après, c'est une fois il fait Vermaelen, une fois il fait Tresoldi en tant que buteur. Mais sinon, pour les 10, il a clairement ces 10 joueurs qui seront là pour les playoffs de loin. Vous avez une préférence, toi, Quentin? Tresoldi, Vermaelen, qu'est-ce qu'on choisit? Moi, je préfère Tresoldi, parce que Vermaelen est bien pour la mentalité de Bruges, de se battre et tout, mais j'aime pas trop ça, même qu'on l'Atlético Madrid, où il a pris contre Bruges, il est vicieux, je trouve. Ses réactions. Et ses réactions, et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, en tant que spectateur neutre, je déteste voir. Et Tresoldi est un joueur qui a montré de très belles choses, c'est un très bon jeune. Donc, Vermaelen, j'aime vraiment pas ce côté-là. Je suis assez d'accord avec toi, c'est pour ça que j'ai une haine viscérale contre Sergio Busquets, alors qu'il ne m'a rien fait. Parce que c'est un joueur fondamentalement vicieux. Mais c'est vrai que, à Bruges, parfois, un peu l'identité même de ce qu'on dit, Sweat and Glory, club de Bruges, etc., est un petit peu boosté à ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu l'impression qu'on les... Un petit peu, toi, t'as travaillé justement dans ce club. Tu vas me confirmer si j'ai raison ou si je me trompe complètement, mais on a l'impression qu'on leur donne un peu cette envie d'être un petit peu vicieux. Ah ouais, dans les matchs. c'est très vicieux, hein, le club de Bruges, et il représente plutôt ça. Pourtant, c'est quelqu'un de vraiment bien, vraiment hyper sympathique, avec de belles valeurs. Ouais. Mais c'est vrai que dans le jeu, il est agressif et il a des réactions un peu problématique, et c'est pour ça aussi que je préfère pour le moment un Tresoldi, même s'il avait pas ces réactions là, j'opterais plus pour un Vermaelen, parce que c'est un jeune, c'est un gars qui a les qualités pour jouer en D1. Il a déjà été appelé en sélection nationale, et il a aussi vraiment l'ADN du club de Bruges. Ça, c'est important pour cette donc on les pousse à être vicieux quand ils sont en jeune, après, en club next et tout ça. Tu les pousses pas, mais tu l'ADN du club, sens, ouais, c'est l'ADN du club, c'est comme ça. Après, il y a des joueurs, par exemple, un Sab, il est pas du tout vicieux, Seyss, il est pas du tout vicieux, tu vois, c'est son caractère propre aussi. C'est pas le club de Bruges qui a changé son caractère, mais tu sens qu'il y a quand même une hargne et le No Sweat No Glory qui est vraiment instauré du début jusqu'à la fin. C'est comme ça que tu gagnes des matchs. C'est pas en étant, le problème, c'est que c'est pas en étant trop gentil que tu gagnes des matchs, et ça se voit même à haut niveau, donc, mais des fois ça va peut-être un peu trop loin. Lui, il va un peu trop loin, lui, il pousse le curseur un peu trop loin. Tresoldi, Vermaelen, Xavier? Bah, ça dépend des matchs. Si tu domines Tresoldi, par contre, si t'es dominé Vermaelen. Ok, d'accord. En dehors du caractère, juste au niveau footballistique. Sur cette rencontre, tu vas logiquement dominer le Sporting d'Anderlecht. Donc, je mettrais Tresoldi. Tu mettrais Tresoldi, d'accord. Donc, le 11, alors, dans ce cas-là, est connu. Si je vous entends, il y aura Tresoldi dans une position. Pour ce match-là, j'opterais plus pour un Vermaelen, parce que c'est un classique belge. Après, on a un hargneux, parce qu'en plus, il y a Diarra. Diarra qui est déjà très hargneux et tout, qui est très physique, et donc il va aller le chercher. On connaît, on l'a déjà vu, c'était en coupe qu'il n'hésite pas à mettre le pied, donc plus Vermaelen, parce que c'est justement un match important, il connaît les enjeux, il a l'ADN du club, c'est à domicile. Pour moi, c'est le joueur qu'il faut aligner contre Anderlecht, en tout cas. Diarra, je suis content que t'en parles, parce qu'il a été
vraiment très critiqué lors de son arrivée. Ouais, après, ouais. Et c'est un joueur qui, moi je le connaissais parce que j'en ai parlé avec Tom Saintfiet, le sélectionneur du Mali, avait vraiment des qualités intrinsèques très intéressantes. Il est bon au ballon, il a une belle relance, il est fort sur l'homme. C'est quand même un type de joueur qui manquait au Sporting d'Anderlecht derrière, quoi. Donc, c'est une vraie plus-value. Ouais, je me souviens, Philippe Montagny avait fait aussi une interview par rapport à lui, que c'était vraiment, je pense que la phrase c'était, je l'avais dit aussi dans une des précédentes émissions, il avait dit avoir un Diarra, c'est vraiment top dans son équipe, c'est vraiment un atout. Mais après, quand je lisais les commentaires des supporters de Toulouse quand il avait, quand son départ était acté, c'était pas forcément triste de le voir partir non plus, donc à voir. Mais je trouve que pour l'instant, malgré son erreur en Coupe de Belgique, il impose un bon niveau, je trouve. Alors, votre prono pour le topper, Xavier? 2-0 pour Bruges. Ouais, 2-0 aussi. 2-0 pour Bruges, ça fait 2 fois 2-0. Quentin? 2-1. Pour Bruges. 2-1 pour Bruges, c'est intéressant. Le club de Bruges qui a gagné in extremis ce week-end face à Charleroi. C'est le match de la semaine, bien évidemment. Et on va tout de suite attaquer avec la polémique arbitrale de la semaine. Même Jonathan Lardo, qui est le directeur des entraîneurs, des arbitres, en Belgique, a dit véritablement qu'il y avait un problème sur les phases, etc. Que s'est-il passé dans ce match? Pourquoi est-ce que ça fait autant polémique? Et pourquoi est-ce que Schleder, qui est l'attaquant du Sporting Charleroi, dit que ça y est, c'est bon, c'est les petits, les vilains petits canards du championnat. Expliquez-moi tout ça. Mais ça, c'est Thomas. de la pure frustration. Je déteste les joueurs qui sortent des phrases comme ça. On dérange. De où tu déranges? Qui dérange qui? C'est vraiment un truc que je ne supporte pas quand on dit en tant que joueur. C'est juste que ton niveau n'était pas bon, t'as pas été à la hauteur, et c'est plus, voilà. T'as fait un 0 sur 12, donc tu dois regarder tes résultats avant de dire que tu déranges. Ça, c'est vraiment une phrase que je supporte pas. Mais pour revenir sur les phases de ce match-là, donc les décisions arbitrales, je trouve qu'elles étaient quand même justes. Pour moi, il y a penalty et il y a rouge. Et les 2 minutes supplémentaires ont été accordées de manière justifiée, parce que le gardien a quand même pris énormément de temps. Si t'as envie que le match se termine, bah tu continues à jouer, tu jettes des longs ballons, mais t'attends pas très longtemps dans ton rectangle afin de remettre le ballon en jeu. Pour moi, c'est ça le gros problème. Ouais, il y a une séquence absolument passionnante. On vous donne rendez-vous sur les réseaux d'Unibet Experts pour tout simplement suivre ça et voir un petit peu les images, mais connaît le gardien du Sporting Charleroi a joué avec les nerfs des Brugeois à plus de 2 minutes d'attente. C'est une récupération de ce temps-là perdu. Mais lui, c'est le maître pour ça. Pour moi, je trouve que c'est le numéro 1 en Belgique pour cette perte de temps. C'est un truc qui m'agace quand je suis au stade et que je vois ça. Et il simule des crampes, et après il shot le coup de pied de but. Ça n'a aucun sens. Donc ouais, c'est le karma. Ouais, j'appelle ça juste le karma. Donc par contre, c'est Charleroi qui s'est saboté de lui-même. Tu gagnes 1-0 à la maison. Van Donkerkhoff, qu'est-ce qu'il va faire sur Tsolis? C'est quoi cet attentat? C'est complètement stupide. Donc c'est Charleroi qui s'est complètement sauté. Après, pour moi, je pense pas qu'il y ait penalty pour le club de Bruges. Après, les ralentis sont pas très bons. On voit pas très bien sur les ralentis. Je trouve ça aussi qu'en D1, on n'ait pas une bonne qualité de ralenti pour voir s'il y a vraiment que la VAR puisse voir s'il y a penalty ou non. Je pense pas qu'il y ait penalty, mais sinon c'est clairement le karma pour la fin de match, et c'est totalement logique qu'on ait joué 100 minutes de jeu, clairement. Là, c'est peut-être une question de caractère. Tout à l'heure, tu disais non concernant Anderlecht. Ici, à Charleroi, on est vraiment là-dedans. C'est la mentalité. À un moment donné, il faut saisir les moments importants, il faut être bon dans les moments forts et essayer de temporiser dans les moments faibles. Ils ont complètement perdu leur timing, là. Ouais, clairement, c'est eux qui ont perdu le match dedans. Enfin, comme l'a dit Quentin, déjà, la carton rouge, pourquoi tu vas couper en deux de Solis à cet endroit-là du terrain? Enfin, il est loin du goal, il est pas trop dangereux, tu mènes au score, donc aucun intérêt. Et puis après, Koné, il perd 2 minutes pendant les arrêts de jeu, il perd 2 minutes de temps, c'est logique de rajouter 2 minutes. À l'inverse, si par exemple, Bruges menait 1-0 et que Mignolet, il fait comme ça, Charleroi, ils auraient râlé aussi, c'est logique. C'est parce que là, ça les arrange pas, donc c'est normal. Ouais, c'est sûr, ça c'est complètement vrai ce que tu dis. Donc je comprends pas, toi. Dans le sens inverse, ils auraient allé. Ça me fume. C'est vraiment des choses que je ne supporte pas. Parce que moi, la première mi-temps, franchement, j'ai écrit sur mon panneau, c'est peut-être la meilleure performance de la saison en JPL de Charleroi sur la première mi-temps. Parce qu'on n'a pas vu en fait le club de Bruges, tout simplement. Mis à part l'exploit individuel de Forbes, le positionnement était catastrophique sur le point de vue défensif de Bruges. Ils étaient complètement aux fraises. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, Hans Cornelis, il a vraiment reboosté les troupes. Et collectivement, ils ont prouvé quelque chose de très très fort, quoi.
Moi, je trouve que c'est plutôt, le Club de Bruges qui était pas au rendez-vous, pas forcément Charleroi qui était. C'est pas Charleroi qui s'est saboté dans la rencontre et qui était très fort. Si, mais non, pas très fort. Pour moi, Charleroi a fait une bonne première mi-temps. Il y a eu des occasions. Ils étaient présents, ils étaient bons défensivement, mais c'est pas leur meilleure prestation de la saison, pas du tout. Moi, leur meilleure prestation, c'était lors de leur victoire face au gros juste avant la trêve. C'est là où ils ont vraiment été Justement, je parle bien de JPL pour ne pas faire je parle pas de la coupe, hein. Je parle pas de la coupe, moi je parle vraiment du championnat. Non, aussi, ils avaient fait une grosse presta contre le Standard aussi. Effectivement. Pour moi, c'est pas leur meilleur match. Pour moi, c'était vraiment Bruges qui était pas du tout dedans. Je pense que la déception, la Ligue des Champions était encore présente dans leur tête. Et c'est pour ça que j'ai dit, je pense que l'Eco va vraiment remobiliser le groupe cette semaine pour vraiment enclencher et mettre le turbo pour le reste de la saison. Ouais, c'est vrai que Van der Kerkhoff, je repense à ce que tu dis, il a perdu son cerveau là sur C'est complètement dommage. Tu mènes 1-0 contre le Club de Bruges. Tu faisais une super belle opération pour potentiellement avoir ces playoffs 1. Mais c'est là que je dis que les nerfs ils lâchent, Quentin. C'est là que mentalement, pour moi, cette équipe, elle est prête. Je dis depuis le début, depuis l'élimination en Coupe de Belgique, Charleroi, dans leur cerveau, ils ont ça a vrillé. Parce que tu fais un mois de janvier incroyable, t'encaisses 0 goal et tout. Même là, le coach change le gardien et tout, donc il sent que ça va plus. Et depuis l'élimination contre l'Union, ça va clairement plus à Charleroi. Mais ça, c'est trop facile aussi du côté de Charleroi. Chaque fois qu'il y a un problème, on change le gardien. Je sais pas pourquoi. On a déjà eu plein de changements à ce niveau-là. Alors pour moi, c'était pas de la Vallée le fautif, mais ce gamin, il est jeune, tu le détruis à chaque fois de l'enlever, le remettre. Surtout qu'après, quand il était bon, on parlait de la Vallée, ça y est, et il avait sorti un mois de janvier avec plein de clean sheets quand Koné était à la canne. Et maintenant, il a eu un mois de février plus compliqué, mais je pense que c'est tout de manière générale Charleroi qui a eu un mois un peu plus de février plus compliqué. Ouais, c'est dingue parce que cette année, Charleroi donnait véritablement l'impression d'être sur une progression linéaire qui n'était pas très brusque, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu des contre-performances et puis directement, comme on peut le voir au Standard, des superbes perfs, etc. On a vu une équipe qui progressait de match en match dans le championnat au fur et à mesure et tout. Sauf que là, effectivement, j'ai l'impression qu'en fait la courbe elle monte. On est arrivé au pic à un moment donné, puis elle redescend tout doucement. En fait, sans être véritablement choquante, en fait. C'est pas, on n'est pas sur un électrocardiogramme extrêmement nerveux. On est sur une descente normale, limpide, logique. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils pensaient déjà qu'ils allaient gagner la coupe. Ils étaient en demi-finale et ils se sont vus vraiment trop beaux, en fait. Ils se sont vus vraiment trop beaux et donc la désillusion, elle a été fatale. Est-ce que on cherche pas trop souvent du côté de Charleroi les excuses? Est-ce qu'on n'est pas tout le temps en train de se dire s'il y a un problème c'est l'arbitrage, sinon c'est un souci, mais non mais en fait c'est pas de ma faute. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se regarder dans la glace en disant mais en fait c'est moi qui ai merdé quoi? Pour moi ça c'est la philosophie de Bayat, il a instauré ça depuis des années, c'est tout le temps comme ça. De toute façon on le voit, c'est je pense un des présidents qu'on voit le plus dans les médias de tous les clubs belges. Et à chaque fois qu'il est là, c'est pour râler. Donc au final, c'est lui qui représente le club et automatiquement, de manière indirecte aussi, je veux dire, il instaure ça au sein du club complet, quoi. Charleroi, dont on rappellera qu'ils se déplaceront du côté de Dender, réception d'OHL et déplacement du côté de Zulte Waregem. Selon toi, c'est l'équipe qui, dans ce fameux top 6, pourrait prendre le plus de points. Ouais, je pense, ils le prendront, mais ce sera pas suffisant pour les playoffs, malheureusement. Ouais, ce sera pas suffisant et donc ça va encore laisser les supporters de Charleroi avec une saison. J'aimerais bien, parce que je les voyais, moi, en playoff 1, vu les performances qu'ils avaient fait les dernières semaines, mais depuis le 0/12, c'est compliqué. Mais à Charleroi, j'ai l'impression que l'essentiel est ailleurs, Thomas. Pour moi, si on vend bien des joueurs, qu'on arrive à faire rentrer de l'argent, on a réussi la saison. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement dépendant de quelque chose. Mais bon, ils savaient quand même, ils étaient proches, c'est relatif parce que ça va tellement vite dans le championnat belge, mais ils avaient une réelle occasion, comme la saison dernière, de décrocher ces playoffs 1. À chaque saison, ils sont pas loin, mais ils arrivent pas à y accéder. Je pense la dernière fois, ça doit dater d'il y a 5-6 ans, c'était encore avec Martos en défense et tout, donc pour te dire. Et là, c'était la force de Charleroi, un véritable collectif avec des joueurs qui n'étaient pas des stars. Hein. Moi, je me rappelle, tu parles de Martos, moi je peux te parler de cette époque avec Adlen Guedioura dans une position de vrai 6, l'international algérien qui était un super joueur, Cyril Terreo notamment dans un rôle de 9. Voilà, c'est pas des c'est des joueurs qui ont fait des carrières, mais c'est pas des phénos en fait, tu vois. C'est sûr. C'est ça peut-être qui manque à Charleroi, c'est qu'encore il faut avoir un esprit Carolo. Et là, le fait de se passer dans de la vallée, ça vient contredire un peu cet esprit-là.
tu vois. Parce que pour moi, c'est quand même ton porte-étendard, c'est l'image de ta région. Le mec, il doit rester, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, Koné n'a pas fait un mauvais match, hein. Il fait une très belle parade sur la frappe de Niedika. Il y a rien à dire à ce niveau-là. Mais je suis d'accord avec vous que toujours changer de gardien, c'est ta base, hein. C'est la base de ta structure, c'est ton gardien, et toujours le changer, ben c'est pas un bon signal que t'envoies aussi bien à ton gardien, mais aussi bien à tes autres joueurs. Allez, on va passer à l'instant diable à présent. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui va mieux, qui retrouve le smile, le sourire, bien sûr. Lucas Tassin, buteur dans le match face à Pau, actuel leader de Ligue 2 avec Saint-Étienne. Thomas, plutôt j'allais dire Quentin, rit déjà. J'ai même pas encore posé la question, il est déjà en train de se marrer. Pourquoi? Parce que évidemment, on va faire revenir le nom de Lucas Tassin dans une sélection belge qui va arriver. La Rudy Garcia va faire ses choix. On voit les situations plutôt compliquées de Roméo Vermaelen, qui n'est pas nécessairement titulaire, d'un Luis Openda qui va très très mal du côté de la Juve. Et j'ai commenté le match et je peux vous assurer que son entrée était encore une fois cataclysmique du côté de l'Olimpico di Roma. C'était vraiment mauvais. Lukaku revient et marque, mais du coup la question c'est quoi? Quand on regarde le peu de solutions qu'on a avec Charles de Ketelaere blessé, est-ce que Lucas Tassin et sa sélection deviennent indispensables pour mars? Quentin. Indispensable, non. Mais il a de la chance, c'est que Vermaelen n'est pas titulaire au club de Bruges. Et déjà, j'avais mentionné ici, je comprenais pas sa sélection précédente, parce qu'il était non plus pas toujours un titulaire indiscutable au club de Bruges. Openda, on va pas en parler 20 000, non, c'est catastrophique. Lukaku revient, donc ça c'est très très bien pour l'équipe nationale belge. Je suis vraiment très content, honnêtement, qu'il revienne, même si j'ai pu le critiquer dans le passé et tout. Je pense que ça va vraiment faire du bien, parce qu'on a vraiment on n'a pas d'attaquant, on n'a pas de buteur. Maintenant, il faut aussi aller doucement parce que il revient d'une grosse blessure. Après, Tassin, c'est sur les 9 matchs de 2026, c'est un seul match où il marque. Donc, on va pas s'enflammer et être trop dans une culture de l'instant sur lui, parce que quand il était vraiment performant en Ligue 2, il n'était pas appelé. Donc là, faut pas oublier son mois de janvier et son mois de février qui étaient vraiment très 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 mauvais. Mais donc qui va sélectionner? C'est une énigme. Honnêtement, je voudrais pas être à la place de Rudy Garcia pour sélectionner un attaquant. Il va mettre Trossard, il va prendre Trossard d'office en faux neuf, qui a joué plus de 50 minutes, je pense ici dans le match, dans le derby de Londres contre Chelsea. Donc ouais, à voir qui va faire. Est-ce qu'il va déjà mettre Lukaku titulaire, sachant qu'il revient d'une grave blessure? Honnêtement, ça va pas être ça. Je pense qu'il va mettre Trossard en faux neuf, sachant que De Ketelaere est blessé. Moi, je reviens sur les mots de Rudy Garcia. Il va y avoir du changement. La sélection qui sera celle de mars ne ressemblera pas à celle de juin. Oui. Du coup, est-ce qu'on peut forcément espérer une surprise, quelque chose? Mika Götze va enfin être appelé, j'espère. J'espère. Ouais, mais d'habitude, chaque fois qu'on l'appelle, même en U21, juste avant la sélection, je suis blessé. Ouais, en U21, c'est pour montrer qu'il est pas d'accord avec les... c'est pas un bon signal de sabbat. Accepte d'aller en U21, puis peut-être que tu iras en équipe A. Mais là, tu dois le prendre avec ce qu'il fait en Eredivisie. Tu dois prendre Mika Götze. Et il y aura aussi la grosse question. Bounida, Maroc ou Belgique? Ça aussi, on en a déjà parlé précédemment de ce que tu disais qu'apparemment lui aimerait vraiment bien jouer pour le Maroc. Est-ce que du coup Rudy Garcia va le sélectionner et c'est le joueur lui-même qui va refuser? Et donc je pense il y a pas mal. Il y a aussi Conny De Winter que tu apprécies qui réalise de bonnes performances avec l'AC Milan. Nathan Ngoy. On a notre défense sur base de ce que j'ai vu ces dernières semaines, donc, les amis, puisque notre ami Rudy Garcia va rester sur un 4 défensif, on va mettre Conny De Winter et Ngoy ensemble. Du changement, il y en aura. Du changement, il y en aura. Excuse-moi, mais on a encore vu ici Woodface. Waouh, s'il te plaît, faut arrêter. On l'a encore vu ici avec Monaco en Ligue des Champions. Je pense que les Monégasques, ils ont saboté sa propre équipe, tu te rends compte? Il a saboté sa propre équipe en Ligue des Champions face au PSG. Il avait tout. Ouais. Et il a dit, tu sais quoi? Vas-y, je vais marcher j'ai fait un super château de sable, mon équipe, elle a grossi, je vais aller tirer dessus, et je me jette sur le château de sable et je le défonce, en fait. C'est typiquement mais le mec est un autodestructeur, je n'ai jamais vu ça. Mais moi, je suis choqué, en fait. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ce joueur a été dans des grandes compétitions comme la Ligue 1 ou en Première Ligue. C'est quand même dingue. Pour moi, il a jamais eu niveau. Enfin, moi, c'est un joueur que j'ai jamais apprécié. Enfin, bref, c'est pas ça la question aujourd'hui. C'est très intéressant. Moi, je vais répondre à cette question. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui l'ont connu, notamment en tant que formateur. Il y a une théorie qui va vous faire rire, mais je vais vous la donner quand même. Ces gens-là me disent que c'est notamment à cause de sa coupe de cheveux. En fait, il se distinguait d'un point de vue personnalité par le biais de sa coupe de cheveux.
je parle notamment d'un match, je parlais avec un de ses formateurs ces dernières semaines, qui disait qu'il avait été catastrophique lors d'un match international, mais puisqu'il avait cette espèce de cheveux à la David Luiz, machin, et que, en fait, il ressortait d'un point de vue personnalité, on lui a donné le trophée d'homme du match, alors qu'il était pas du tout Donc tu bon. dis qu'il joue parce que c'est sa coupe de cheveux. Ah ouais, c'est sa coupe de cheveux. Mais hein. je vois parfaitement ce que tu veux dire, et ça m'étonne pas forcément, parce que il dégage quelque chose de différent des autres, et du coup, t'es plus attiré par cette personne-là parce qu'il y a justement cette coupe de cheveux. Non, mais je vois parfaitement ce que tu veux dire. C'est dingue. Donc, je suis pas étonné de ce que tu dis. Le football, parfois, c'est des facteurs comme ça. On se rappelle de Marwan Fellaini, dont tout le monde mettait la perruque à Everton à l'époque. Voilà. Il y a des facteurs qui sont externes à la qualité footballistique qui font parfois les différences. Qui pense à Wout Faes quand on a un problème défensif? En fait, Thiago Scuro, directeur sportif brésilien de l'AS Monaco, l'a fait. Voilà. Il a fait que c'était David Luiz. Et il a cru que c'était David Luiz, effectivement, ou peut-être Carles Puyol, hein, c'est possible aussi. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, c'est pas lui qu'il faut sélectionner, ou en tout cas, qu'il ne faut pas le mettre dans l'équipe. Non, mais je pense que Rudy Garcia l'a jamais appelé d'ailleurs, si je me trompe pas. Peut-être. Il s'est quand même déplacé à Monaco pour aller voir le match aller entre Monaco et le PSG, alors que Bruges jouait à domicile contre l'Atlético Madrid. Hein. Donc Bruges joue contre l'Atlético à domicile au Jan Breydel. Ils font une prestation fantastique, 3 buts partout, etc. Avec des joueurs belges qui se mettent en avant. Lui se dit, tu sais quoi, je vais me taper Monaco. Je crois qu'il ira plus. Hein. Ça va être super sympa. Je vais aller voir un mec qui savait pas taper dans un ballon, mais on va revoir s'il sait peut-être retaper dedans. S'il te plaît. Encore une fois, les choix de Rudy Garcia parfois, mais moi je suis outré. Choqué quoi, outré effectivement. Mais pour revenir sur ce débat Stassin, on n'est pas indispensable sur la sélection pour toi. Ouais, le problème, c'est comme je te dis, c'est qu'il faut pas oublier son mois de janvier, son mois de février. Après Montagnier, l'arrivée de Montagnier va lui faire vraiment du bien. Je pense que ça va vraiment être intéressant. Et il a aussi, entre guillemets, la chance que ses concurrents ne sont pas performants. Et Michy Batshuayi, on n'en parle plus. Openda, c'est vraiment... j'ai pas mal de potes supporters de la Juve. Ils ont longtemps cru en lui. Je fais, les gars, non, ça va pas. Ça va pas. Et quand déjà tu donnais le signal, je pense que c'était en Ligue des Champions, t'avais Vlahovic, David blessé, et même McKennie, je pense, titulaire en faux numéro 9, alors que t'avais Openda, ton troisième attaquant, et tu le mets sur le banc. Donc je pense que c'est un signal du coach que... Ouais. Donc à voir, Stassin. Je suis pas sûr à 100% qu'il soit appelé, mais toi tu il a une l'appellerais carte à jouer. Ouais, parce tu l'appelles ou pas? Il y a pas d'autre solution, donc oui. Ok, il appelle Stassin. Le numéro 2. Tu appelles Stassin? Oui, je l'appelle parce que le deuxième attaquant de notre, le poste de deuxième attaquant de notre sélection belge est vacante en fait. Il y a personne qui l'a prise avant. Il y avait Openda, mais là il est catastrophique, donc c'est pas possible. Donc oui, Stassin, je le prends aujourd'hui. Ok, il prend Stassin, notre ami Thomas. Xavier, est-ce qu'on prend Stassin? Ouais, par défaut, parce que comme l'ont dit Thomas et Quentin, le problème c'est qu'il y a personne d'autre à prendre, donc il y a un moment. Il va aller rechercher Hugo Kuipers au Chicago Fire. Voilà, c'est ça, encore la MLS. Mais si vous voulez suivre le championnat américain, faut l'appeler lui. Hein. Franchement, il est complètement au courant de tout ce qui se passe. Ça joue à 2 à l'heure, mais au moins ça fonctionne et ça marque des buts visiblement de ce que notre ami Quentin en dit. Enfin, on va passer maintenant au Football Time Award, bien sûr, avec notre joueur de la semaine. Je vais commencer, après je donnerai la parole à Xavier. Bien sûr, mon joueur de la semaine, c'est Nathan Decatre. Une prestation absolument fantastique du côté de OHL. Il est à gauche, il est à droite, il distribue, il est très très bon pour aller trouver les intervalles, comme sur la passe pour le but de Bertaccini. C'est un joueur absolument merveilleux. Il faut évidemment toujours polir ce talent, ne le brûlez pas celui-là. C'est certainement un des plus grands talents que le Sporting d'Anderlecht a connu ces dernières années. Nathan Decatre, mon joueur de la semaine. Xavier. Moi j'ai pris le joueur de la semaine dernière de Quentin, c'est Torgan Hazard, encore cette semaine, encore décisif, 2 buts. C'est le meilleur buteur de notre championnat à l'heure actuelle, alors qu'il y a quand même beaucoup de prestations en dents de scie début de saison. Il est appliqué dans 44% des buts d'Anderlecht, ce qui est quand même énorme. Hein. Donc au final, voilà, je pense que c'était un choix évident. Choix évident, et tu as bien raison, Torgan Hazard qui reprend encore des points après toi, Quentin, qui avait donné des points à Torgan Hazard la semaine dernière. Exactement, mais il faut quand même souligner, c'est quand même lunaire de passer de 6 buts, marquer 5 buts en 2 matchs et finir meilleur buteur. Ça montre aussi le niveau des attaquants ou des buts de notre championnat belge cette saison. On a joué 27 journées et les meilleurs buteurs avec 11 buts. C'est ça, il était à 6 buts, hein. Il a mis 5 buts et il passe meilleur buteur. Incroyable, ouais, effectivement. On est loin des buteurs à 20, 24 buts. Ouais. Elle est loin à l'époque de Frutos, Rudy Voleur et même Onwatchou et tout, à cette époque-là et tout, il y a 3-4 ans. Il y a 2 ans. C'est ça. Perbé aussi, ouais. C'est encore un peu plus loin. Voilà, les recruteurs belges doivent se focaliser sur des buteurs. Peut-être on va encore aller chercher des génies du côté de l'Estonie ou de l'Islande, mais on peut pas toujours faire des coups de fou. Hein. L'Union l'a prouvé, c'est pas toujours parfait.
Non. Voilà. Ton joueur Ouais. de la semaine, Thomas. Alors de base j'avais le tien, ensuite je suis passé à celui de Xavier et ensuite celui de Quentin. Donc à force de pas réserver mon joueur, bah je vais aller prendre les derniers qui restent. Mais c'est aussi un très bon joueur qui a fait vraiment un très bon match ce week-end, qui a déclenché le début de match de son équipe face à la Gantoise. Donc c'est Zakaria El Wadi. Oh, ça me fait plaisir que tu aies choisi Ouais. Zakaria. Joueur que j'adore, vous le savez. Meilleur arrière très droit pour technique. moi de notre championnat. Donc pour À le fond. coup, avec sa Vraiment. belle prestation, son but après 4 minutes de jeu, il a été parfait. Clean sheet. Parfait. Il a quelle gagné tous ses combinaison. duels, ouais. Il a gagné quasiment tous ses duels, donc vraiment impeccable. Quentin. Ouais, c'était mon deuxième choix, mais j'ai pris pour Joël Ordonez, Ah. qui donne 3 points hyper importants du Club de Bruges, et j'ai vraiment bien aimé sa technique de frappe. Franchement, le sang-froid à la 99e de mettre cette frappe-là, franchement, il la met très très bien pour un défenseur central. C'est 3 points hyper importants pour le Club de Bruges. Parce que grâce à ça, le club de Bruges revient à un petit point de l'Union Saint-Gilloise et ce, juste avant la fin de la phase classique. Donc Et on est une vraiment Union- très très bien. Une Union sans Promise David. Je pense que Anderlecht a potentiellement une carte à jouer. On est encore très très loin en finale de la coupe, mais aussi pour le championnat. Ouais. Je trouve que ça va être inquiétant de l'Union de pas avoir Rodriguez et Promise David. Après Rodriguez va revenir. La mais semaine les dernière, deux, j'avais posé la question à ces loulous. Hein. Ils m'ont Ouais. dit non, Mais tracasse pas. mais moi, honnêtement- Promise David, c'est pas grave. Le fait Mais qu'il soit blessé, ça va rien changer, tout ça. même s'il met pas beaucoup de buts cette saison, je crois qu'avec son physique et tout, il apporte pas mal de choses. Pour Ouais. moi, ça reste pas problématique parce que j'ai vu vraiment un Fuseni dans un registre complètement différent. C'est pas du tout le même type d'attaquant, mais je le trouve hyper intéressant, hyper rapide. On l'avait vu la saison dernière. Vraiment, quand tu le lances en profondeur, il est inarrêtable. Mais Donc son pour moi, ce association sera- avec Giger est pas oui, pas mais encore au ça top, hein. il faut trouver, ouais, Le problème, c'est encore. que le club arrive bientôt. Ouais, faudra trouver cette association ou attendre le retour de Rodriguez. Mais Fuseni, non, je m'inquiète pas du tout pour lui à ce niveau-là. En attendant, on a choisi que des goats. Hein. Zakaria El Wadi, Nathan Decat, Mhm. Torgan Hazard et donc Joël Ordonez. Ce sera à vous de nous dire quel est votre joueur de la semaine. On vous donne rendez-vous sur X et sur Instagram pour voter comme d'habitude avec un classement général qui s'affiche juste à côté de Thomas avec toujours un certain Rafiki Saïd devant. Ouais, il reste encore pas mal de matchs pour le rattraper, j'espère, parce que ce serait quand même dommage de prendre lui en meilleur joueur de l'année. On en a déjà parlé, c'est un joueur à la carte. Mais non, il y a encore beaucoup de possibilités. Pas de changement au classement, mais je pense que ça va changer avec les joueurs qu'on a choisis ici aujourd'hui. On termine avec l'happening. On termine avec l'happening. Donc vous savez, ce week-end on a un gros match, Club de Bruges Anderlecht. Je vais poser 3 questions et j'aimerais que vous répondez 2 fois à cette question avec un joueur d'Anderlecht et un joueur du Club de Bruges. Ok. Ok. Vous avez compris? Ouais, je vais comprendre. Je commence. Il y a pas de souci, c'est la fin de l'émission. Lunaire. On est. Donc on va commencer Voilà. avec Xavier, Ouais. ensuite Quentin et toi, comme ça t'es sûr de bien Voilà. comprendre. Vas-y. Ok. Ok. go. Première question. Quel joueur représente le mieux l'identité et l'ADN du Club de Bruges? Pour le Club de Bruges, Pour moi, Van Aken. pour Anderlecht. À l'heure actuelle, Cosmans. Ok, j'ai compris. Club de Bruges. L'identité du Club de Bruges, ouais, il y a Van Aken. Van Aken, je suis d'accord. Pour Anderlecht, c'est assez compliqué, hein. Avant, j'aurais dit Sardella, mais il est plus titulaire, donc par défaut, Cosmans. Du côté d'Anderlecht, je dirais Nathan Decat. Il ressemble beaucoup à l'identité d'Anderlecht. Du côté de Bruges, on l'a dit tout à l'heure, Roméo Overmans. Ah ouais. Ok. Bah moi c'était Roméo Overmans et Nathan Decat. Ah bah voilà, on Ouais. est totalement raccord. Ouais, ouais, vous avez Grand raison. connaisseur du football, hein. Thomas évidemment, vous pouvez le reconnaître là-dessus. Deuxième question. Quel joueur a connu la plus grosse progression cette saison pour Bruges? Pour Bruges, je dirais Sab. Et pour Anderlecht, pardon? Et pour Anderlecht, Decat. Pour moi, Bruges, Stankovic. Et pour Anderlecht, ouais, Decat. Ouais, Decat et du côté de Bruges, c'est Sankovic également. Bah, pour moi, c'était Sab et Decat naturellement aussi. Et la dernière question, quel joueur a l'impact le plus important sans que ça se voit dans les statistiques pour Bruges? Onyedika. Et pour Anderlecht, Sans que ça se voit dans les statistiques. Ok, Mhm. bah donc du coup, Ouais. il y en a certains que j'ai éliminé Anderlecht, hein, c'est certain. sans que ce soit de la stat, c'est compliqué Anderlecht, parce que je dirais peut-être Decat qui stat pas beaucoup. Non, c'est vrai, pas faux. Onyedika, pareil, comme Xavier. Et alors, du côté d'Anderlecht, je dirais quand même Cosmans, moi. Ok. Onyedika, Decat. Onyedika Decat? Et toi? Moi, c'était Stankovic, côté de Bruges, et après de Et il stat, côté... lui, pour le moment. Il marque un peu plus, Ouais, quoi. mais même avant déjà, tu vois, il stat, Ouais, c'est vrai qu'il sinon, stat beaucoup ok. ces dernières semaines, mais de base, c'est un joueur qui stat pas. Et pour Anderlecht, c'est malheureusement Cosmans aussi, parce que Ah bah voilà. il y a pas de joueur qui
enfin, t'as 2-4, mais on va pas toujours le citer non plus, donc je choisis Kozoman aussi. Merci beaucoup Thomas. Merci bon beaucoup pour Parfait. ce happening. Merci beaucoup Xavier. Merci beaucoup Quentin. On se retrouve la semaine prochaine dans le Clubhouse Football Time avec encore beaucoup de choses à dire. Il va y avoir beaucoup de spectacles à suivre avec une phase classique qui sera encore une fois trépidante à suivre. Merci à vous. Bien évidemment, dites-le nous dans les commentaires qui finira dans le top 6. C'est quoi votre top 6? Qui sera le 6e, etc. Tout ce dont on a parlé. On veut le retrouver chez vous là, en réaction, en commentaire. On like évidemment et on s'abonne comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'était le Football Time. Excellente semaine. Ciao, ciao.